Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Notre invité aujourd'hui, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, pour la parution de son livre « 7 choses », publié chez Firtz Éditions. Vous patientez, nous arrivons dans quelques secondes. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous nous retrouvons pour la parution de votre livre « 7 choses » publié chez Firtz Éditions. Qu'est-ce qui vous a... Chez First. First, bon, c'est une mauvaise prononciation. Qu'est-ce qui vous a incité à publier cet ouvrage? C'est Didier Van Covelert, en fait, qui m'a sollicité. Il m'avait écouté, je faisais une espèce de one-man show, il l'appelle comme ça dans sa préface, Oui. au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de people dans ce lieu. Il y avait les frères Bogdanov, il y avait des gens du showbiz, il y avait notamment Didier Van Covelert qui était venu écouter ça. Et il avait écouté cette conférence où je parle un petit peu de mon chemin de vie. Je dis ce qui a été à l'origine de ma quête et de mes recherches sur le fonctionnement de la conscience. Et c'est cette partie-là qui l'a intéressé. D'accord. Il est venu me voir ensuite dans les coulisses et il m'a dit qu'il avait été séduit par cette conférence et il m'a dit ce serait bien de faire un livre sur votre vie, sur la façon dont vous avez appréhendé tout ça à partir de ce que vous avez vécu là, cette chose. Voilà. Alors quel est le véritable objectif de ce livre? Pourquoi l'avoir intitulé justement « 7 choses » ? Je l'ai appelé cette chose parce que j'arrive pas à trouver un mot terrestre qui est capable de traduire ce que j'ai ressenti ce moment-là. C'est cette chose qui m'a bouleversé en 5 secondes et qui a fait de moi quelqu'un qui a complètement changé à l'issue de ces 5 secondes. Parce que à la fin de mes études de médecine, j'étais complètement persuadé que nous étions des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. C'est comme ça qu'on nous apprend les choses à la faculté. Et j'étais comme mes collègues d'ailleurs. J'en étais à peu près certain de ça. Et c'est comme quoi, c'est le vécu, c'est l'expérience personnelle qui peut changer les gens. Bien sûr. Plus que la démonstration. La démonstration scientifique, tout ça, ça peut venir étayer. Mais c'est pas aussi fort. Et ça, les expérienceurs le savent très bien. Mais quelque part, il y a une logique. Si on se pose les bonnes questions, par exemple, à 6 ans, je me suis posé les questions, si c'est impossible que la mort existe. Si vraiment on réfléchit, si on regarde la nature, comment elle fonctionne, on sait que de toute façon, la nature est éternelle. Donc si la nature est éternelle, c'est que nous, on l'est aussi. Oui, après, quand on a cette révélation-là, vous avez raison, on a cette évidence qui nous surgit. Elle est devant nous, cette évidence. Et je dis pas elle surgit, elle nous surgit. Elle est devant nous. Et on ne peut que l'accepter. C'est tellement évident après. Tout est évident. C'est comme un puzzle, la pièce manquante du puzzle, c'est 5 secondes qui me manquaient. Et là, j'ai tout compris. J'ai tout compris. J'ai compris qu'on ne comprenait rien, la conscience. Et ça, c'est l'explication la plus fondamentale. C'est de se dire que la conscience est tellement complexe. D'ailleurs, on pourrait rappeler pour les personnes qui n'ont pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes? C'est les 5 secondes, oui, c'est vrai. Ça fait bien teaser dans une émission radio. Mais enfin, on va quand même le dire. 5 secondes, c'est une expérience particulière en SAMU. En fait, je me destinais à une carrière de médecin généraliste et j'ai voulu faire de l'urgence, alors que tout était réglé. Ma femme avait arrêté ses études de prof de gym pour me seconder et faire le secrétariat médical, et puis elle avait pris des cours de secrétariat médical. On avait pratiquement racheté la clientèle de médecins de campagne
Il restait plus qu'à faire les papiers, on savait très bien où on allait. Et c'est justement pour ça, parce que j'étais un lieu isolé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu as des urgences? Il faut absolument que tu fasses de l'urgence, un stage en SAMU, quoi. Donc je m'étais inscrit dans ce stage de SAMU, et c'est là que j'ai eu cette révélation, quoi. Donc en 2 mots, je ne suis pas arrivé à réanimer un blessé qui était coincé dans l'étole, et c'était un accident grave. Et je devais porter secours à ce blessé, je devais le perfuser rapidement. Il était coincé dans l'étole, j'étais très près de lui. Puis, du fait de mon incompétence, de mon émotion, enfin tout un tas de facteurs, je ne suis pas arrivé à le perfuser. Je ne suis pas arrivé à remplacer le sang qu'il avait perdu par cette perfusion. J'aurais pu le sauver si j'avais pu le perfuser. Et là, en quelques minutes, puisque ça a duré quelques minutes d'acharnement pour essayer de trouver cette voie veineuse, la mort s'est installée très rapidement. Elle s'est installée très rapidement, il a perdu connaissance, il y a eu on appelle ça une mydriase, cette pupille qui se dilate, cette vie qui s'en va du regard. Alors c'est très bizarre parce que le regard est brillant quand il est en vie, et puis il devient opaque. Et puis j'ai senti une présence qui partait de ce corps et qui m'a frôlé le visage sur la droite, et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Et ça a dû durer 5 secondes, pas plus. Et là j'ai compris, c'était tellement fort que j'ai compris, nous sommes un esprit incarné, et c'est cette chose de vivante et de joyeuse qui quitte le corps. Et c'est ça, on va dans une autre dimension, on quitte le corps pour vivre autre chose après. C'est ça qui m'a... J'aurais pas eu ça, vous voyez, on serait pas là en train de discuter. C'est sûr. Ça m'a changé toute ma vie. Ben oui, je me doute. Et alors, donc, dans ce livre, je raconte toutes les péripéties qui se sont déroulées depuis cette chose-là, et toute cette aventure qui continue encore, qui s'accélère même, je dirais, avec d'autres choses. Peut-être on en parlera, mais d'autres découvertes, et c'est quand même formidable. Alors justement, dans votre livre, vous parlez de TCI, de transcommunication instrumentale, de médiumnité, de télépathie, de EMI. Enfin, vous parlez de tous ces phénomènes qui finalement se complètent et apportent des compléments de preuve que la vie continue après la disparition du corps physique. Nous en avons déjà parlé sur cette antenne. Mais bon, vous rappelez justement tous ces faits dans votre livre. Ben oui, c'est un petit peu comme si on tirait un bout de laine d'une immense pelote et puis on déroule toute la pelote. Ouais. Parce que en fait, on trouve l'explication à des choses qui n'en avaient pas à partir du moment où on accepte ce fonctionnement de la conscience que je propose. Et là, ça ouvre tout un champ d'investigation qui sont formidables, parce que là, c'est vraiment autre chose qui peut être mis en exergue et puis qui peut être étudié, donc c'est intéressant. Alors, il y a 30 ans, quand vous avez commencé à évoquer tous ces sujets, vous n'avez pas rencontré des difficultés, des incompréhensions pour faire passer ce message ? Ah ben bien sûr, bien sûr, évidemment. On a eu plusieurs rendez-vous ensemble, on en a parlé déjà. Oui, ça a été très difficile. C'est encore difficile parce que chaque fois, je dirais que je monte une marche de plus, donc je suis de plus en plus gonflé, quoi. dans les investigations, au début j'en parlais, maintenant je fais autre chose. Je fais plus qu'en parler, je mets en application ce que je pense être le fonctionnement de la conscience. Donc, durant ces 30 années, j'ai vu la progression quand même des médias. Des médias qui m'invitaient de façon, pas pour s'amuser, mais presque. Ils se moquaient un petit peu de moi. Sur les plateaux télé, on voyait ça. Bon, j'étais quand même intrigué parce que c'était un médecin qui parlait. Mais je voyais bien qu'il y avait ce petit sourire qui était toujours plus ou moins bien caché derrière le masque des journalistes. Et là, maintenant, c'est différent. C'est vraiment différent. On a une oreille attentive. Je veux dire, ça progresse vraiment dans le bon sens. Je suis satisfait de ça parce que les médias, de toute façon, ils suivent les audimates la plupart. Ils sauvent les audimates et puis ils suivent aussi ce qu'on leur dise. Parce qu'il y a des journalistes qui vont en douter, puis une fois l'émission terminée, on va dire ça se passe comment donc voilà, on est enfermé dans une espèce de bulle. En ce moment, c'est la mode. Tout le monde nous dit qu'on est dans une matrice de pensée. Moi, j'ai dit une matrice de pensée unique.
Oui, c'est ça. Mais bon, dire que je suis pas attaqué, ça serait faux. Les attaques sont toujours là, elles sont toujours aussi méchantes, toujours aussi violentes, toujours aussi destructrices, mais elles sont dirigées pas forcément contre moi, elles sont dirigées par rapport à ce que je défends. Parce qu'on est encore violemment ancré dans la société matérialiste. C'est très curieux ça quand même. Hein. C'est franchement. Ah oui. Et c'est spécifique à notre pays en plus. Hein. Parce que je pense qu'on est le pays, la France est le pays le plus développé de la planète. Je dis bien la planète. Même on prend n'importe quelle tribu africaine, elle aura une spiritualité plus évoluée. Oui, c'est vrai. Donc même les pays sous-développés sont vraiment mieux au point de vue spirituel. Et quand on se balade un petit peu comme je le fais dans le monde, on voit bien que même en Europe, on est vraiment au dernier rang, quoi, je dirais, par rapport à l'Italie, l'Allemagne, même la Suisse ou la Belgique ou n'importe quel pays qui nous entoure, on est vraiment un pays vraiment en retard, quoi. Ah oui, complètement. Dès qu'on parle de spiritualité, il vaut mieux parler de cul, quoi. Bah voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est terrible, hein, c'est triste, mais. Un médecin qui parle de Dieu, mais il vaut mieux qu'il raconte une histoire de cul. On en est arrivé à ce stade-là, quoi. C'est désolant. Moi, je trouve oui, c'est affligeant. Hein. Oui, c'est vraiment d'une tristesse et lamentable. Mais c'est vous qui m'aviez dit que la France était un pays spirituellement sous-développé. C'est vous. Quelqu'un me l'avait dit, en tout cas. Eh ben, c'est moi, oui. C'est vous. Je continue à le dire. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, hélas. Alors, on a l'impression que les scientifiques matérialistes n'avancent pas d'un iota. Tout est tabou. Il faut pas prononcer tel ou tel mot. Il faut faire des contorsions dans la formulation des phrases pour ne pas dire ce qu'on ne doit pas dire. C'est pire que le jeu des années 80, tourner manège. Ah oui, exactement. Il vaut mieux parler de conscience intuitive extraneuronale que esprit ou âme. C'est ça. En fait, c'est la même chose. On s'aperçoit que cette science est complètement clouée au sol. Elle est surtout très mal parce que là, la pensée matérialiste vole un éclat devant tous ces témoignages de personnes qui ont été réanimées. Autrefois, ça n'existait pas parce que il n'y avait pas autant de réanimation, il n'y avait pas autant de gens qui revenaient d'une mort clinique. Et là, tous ces récits concordants de personnes qui ont vu ce qui se passait alors que leur cerveau ne fonctionnait pas, qui ont entendu ce qui se passait alors que leur cerveau ne fonctionnait pas, qui ont intégré tout ça avec un cerveau qui ne fonctionnait pas. Donc là, on peut pas dire que c'est le cerveau qui crée les perceptions sensorielles. On peut parler de sensorialité puisque elles ont vu, mais bon, c'est pas avec leurs yeux puisque les yeux ne fonctionnaient pas non plus. Donc ce sont des perceptions en fait extrasensorielles. C'est tellement que évident. l'on retrouve dans certains états. Ou on est dans le déni, ou alors c'est de la pure bêtise, quoi. Parce que ça fait 50 ans que ça dure. Au bout d'un moment, ça devient usant, quoi, lassant. Ah ben là, c'est intenable. Hein. Intenable. Pour eux, c'est intenable. Donc, ils peuvent plus dire que ça n'existe plus, que ça n'existe pas, que ça n'a jamais existé. Ils auraient l'humilité de dire on ne l'explique pas. Oui. Et, bon, il y en a qui de plus en plus qui le disent ça. Oui. Bon, oui, il y a ces phénomènes, on ne les explique pas. Mais il y en a qui refusent de dire ça. Ils disent ça n'existe pas. Ils sont dans le déni absolu. Et tous ceux qui parlent de ça, ce sont des charlatans, ce sont des en gros, comment c'est perçu. Mais c'est très curieux parce qu'ils s'intéressent pas à leur propre devenir, au devenir de leurs enfants, de leur famille. Ils se posent pas les questions. Ils se les posent d'une autre façon. Ils se disent que la mort n'existe pas parce que une fois mort, c'est la pensée épicurienne. Une fois mort, on n'existe plus, et quand on est vivant, on n'est pas mort. Donc c'est pas un problème la mort pour eux. C'est charmant. Sauf que pour leur propre mort peut-être, mais la mort de leurs proches. Voilà. C'est ça le problème. Plus malheureux. Exactement. Donc que les autres. C'est quand même incroyable qu'ils n'arrivent pas à décoller, quoi, à vouloir comprendre et réfléchir et se poser des questions sur leur propre devenir. C'est incroyable. Ils sont tellement croyants, ils sont dans le domaine de la croyance. Oui. Ils croient sans preuve que la mort c'est le néant, mais ils n'ont aucune preuve de ça. Il n'y en a pas une seule. Donc alors que moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà. On en avait. Il y en avait même plus que 7. C'est 7 gros chapitres. Quoi. Il faudrait en rajouter maintenant, au fur et à mesure. Depuis que vous avez écrit tous ces livres, dernièrement, est-ce que vous avez eu d'autres expérienceurs qui ont rapporté justement des informations intéressantes ? Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages
qui m'ont... Alors, ce ne sont pas des expériences... Vous savez que maintenant, je fais ces études sur les ateliers, là, peut-être on va en dire un mot. Ce sont des témoignages, en fait, de gens qui ont été connectés à leur conscience intuitive extraneuronale et qui racontent ce qu'ils ont ressenti pendant ces ateliers. Et ça corrobore à peu près les témoignages des expérienceurs. Ce qui est troublant, c'est que il y a des gens qui ont des informations durant ces expériences qui ne connaissent pas et qui valident après. Et ça, c'est quand même, je dirais pas une preuve, mais c'est quand même des éléments forts pour dire que oui, on a cette forme de conscience qui existe. On a cette possibilité d'avoir une expansion de conscience. Est-ce que vous avez rencontré des scientifiques en physique quantique, des chercheurs? Oui, bien sûr. En discussion avec Philman, avec ses multivers. Il y a Emmanuel Ransford qui m'avait préfacé mon livre, C'est bonne raison. La physique quantique a l'avantage de rendre crédibles des phénomènes qui étaient jusque-là réservés à, je dirais, à la branche ésotérique. C'est-à-dire que pour les physiciens quantiques, l'au-delà, la vie après la mort, c'est pas du tout scandaleux. Et eux, ils l'expliquent donc d'une manière scientifique. Donc, ce sont les premiers scientifiques à pouvoir, pas rationaliser, mais à pouvoir donner un début d'explication à ce qui n'en a pas dans la science matérialiste. Ça permet de dire qu'il y a d'autres scientifiques. Qui peuvent accepter tous ces phénomènes-là. Alors que les sciences matérialistes ne l'acceptent pas, tout simplement parce qu'elles ne l'expliquent pas et n'ont pas de modélisation qui l'explique. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, on marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de notre invité, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a publié un livre, Cette chose. D'ailleurs, en France, il y a des gens comme Régis Dutheil, Franck Athème aussi, avec son père Raoul Athème, Jacqueline Bousquet, que je ne cesse de citer sur cette antenne, dont personne se préoccupe, tout le monde s'en fiche, qui a fait des conférences magnifiques, qui explique tout, qui avait repris les travaux d'Émile Pinel, mais on a tout sous la main. Bien sûr. Mais il faut pas se décourager. Moi, je suis là, je fais mon petit chemin, mon petit travail de fourmi. J'ai bien la notion que c'est négligeable, mais je sais quand même que cette goutte d'eau, elle va aller dans un océan où il y aura d'autres gouttes et à force de répéter les choses, à force de, je veux dire, il y aura forcément l'émergence d'un nouveau paradigme. Il est en train de naître. Il est en train de naître. On est quand même assez pressé parce qu'on en a assez d'entendre toujours la même rengaine. Mais à contrario, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, un peu partout, les gens s'éveillent. Oui. Et commencent à comprendre. Et puis, moi, je suis satisfait parce que je vois de plus en plus de jeunes dans mes conférences. Des jeunes, mais vraiment des très jeunes, quoi. Des gens qui ont, 14 ans, 20 ans. Ah oui, des jeunes. Alors, c'est vrai que j'ai écrit ce livre, La mort expliquée aux enfants. Ça a démarré parce que les parents venaient en conférence avec leurs enfants. Mais je crois que eux, ils sont tout à fait... ils ont déjà inscrit ça dans leur éducation. À un moment donné, ils auront entendu un médecin, des scientifiques, des gens tout à fait respectables qui parlaient autrement de la vie et de la mort. Quoi. Parce qu'avant, c'était terrible. On parlait de la vie et de la mort d'une façon épouvantable. Abominable. Et oui, qui faisait peur. Moi, le premier, hein. Je peux vous dire que j'emmenais pas large. Hein, non, mais c'est terrifiant. Je rasais les murs, j'avais 6-7 ans, je rasais les murs. Hein, je ne voulais pas passer devant un cimetière. Quand je voyais un faire-part de décès, c'était une catastrophe. Puis au fond de moi, mais je dis, c'est pas possible. Et donc je suis rentré en conflit. Et je suis rentré en conflit avec les curés, je suis rentré en conflit avec tout le monde. Et au fond de moi, je voyais que personne, tout le monde était plus ou moins à l'ouest. Et je me dis, il y a quelque chose et je vais le découvrir. Parce qu'on le sait au fond de nous, c'est fondamental.
Oui, c'est vrai. Et puis après, tout ça s'efface et puis on passe à autre chose. Parce qu'on a 7 ans, et puis après 8 ans, et puis après, on devient adulte et puis on nous a bourré le crâne avec des idées, des idées qui nous rendent malheureux parce que les objectifs de vie sont des objectifs de vie matérialistes. On nous dit, en gros, on nous dit si tu veux être heureux, plus tard, il te faut gagner beaucoup d'argent, il faut être le premier à l'école, il faut dominer les autres pour les commander. En gros, on ne nous dit pas comme ça, mais finalement, ça veut dire ça, quoi. Il faut être dans ce modèle matérialiste pour être intégré. Donc, on fait des générations de frustrés parce qu'on n'a jamais suffisamment d'argent, on a toujours un chef au-dessus de soi. Donc, les générations de frustrés qui trouvent d'autres solutions et dans d'autres logiques qui sont pas forcément les bonnes, quoi. Et c'est ce qui crée des conflits. Bien sûr, ça crée des conflits, bien sûr. Je sais que moi, ça m'a jamais lâché. Hein. Je dis, je vais trouver, j'avais 8 ans. Hein. Je me souviens m'être arrêté dans la rue, j'ai regardé le ciel et je me suis dit, je vais trouver. Vous l'avez trouvé. C'est ça. Et parce que je me disais quand même, les adultes sont pas sérieux, quoi. Vous l'avez trouvé avec votre émission. Voilà. Mais c'est pour ça que je disais aux gens, mais comment vous pouvez vivre comme ça? Mais pour moi, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça, enfin. Ah non, mais c'est pour ça qu'ils sont terriblement malheureux. En fait, ils sont comme des hamsters dans des roues. Ça tourne, ça donne du jus. On gagne de l'argent, on part en voyage, machin. Et puis après, jusqu'au moment où on est confronté à l'essentiel, c'est-à-dire exactement. Soit à sa propre mort parce qu'on a une maladie potentiellement mortelle rapidement, soit à la mort d'un proche. Ouais. Et là, on se trouve dans une situation où on est obligé de réfléchir un petit peu. Oui. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette planète, quoi? À quoi ça sert? Exactement. Hein. Et c'est ce que j'ai toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Si j'ai dit un autre univers, parce que bon, on va pas aller trop loin, mais notre univers existe et qu'il a été créé, hein. Comme disait Jacqueline Bousquet, mettez des matériaux dans un jardin et s'il n'y a pas d'architecte, vous allez attendre longtemps que la maison soit montée. C'est sûr. C'est une belle métaphore. Voilà. Donc, il est vrai qu'il faut quand même se poser les bonnes questions et sortir de justement, entre guillemets, cette matrice qui est l'école, qui sont les religions, qui sont tous ces gens qui sont formatés, nos parents, grands-parents, etc., ont été formatés à leur tour. Ils ont essayé de nous formater à penser comme ça. Bon, on s'aperçoit que non, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, il faut quand même bouger. Oui. Ce qu'il y a de nouveau, ce sont les progrès de la médecine qui ont permis ça. Oui. C'est tous ces gens qui sont réanimés, qui reviennent de la mort. Parce que jusqu'à présent, on ne revenait pas de la mort. Personne n'avait fait le voyage. Et quand on les écoute et qu'ils nous disent que de l'autre côté, comment ça se passe, qu'ils nous disent qu'il y a un être de lumière qui vous dit qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres, comment as-tu aimé les autres, quand vous en avez 1, 2, 3 et puis des centaines qui disent la même chose, quand même, vous êtes bien obligé de dire que ça se passe comme ça. De l'autre côté, voilà ce qui nous attend, quoi. Exactement. On va être confronté à cette question. Donc voilà. Mais dans certains pays, il y avait le chamanisme, il y avait les chamans, il y avait des gens qui faisaient, pas des NDE, mais des OBE. C'est à peu près la même chose. Et qui revenaient avec des informations. Oui. Bon, alors, on les écoute pas, ces gens-là. Ce sont des gens sous-développés, c'est ça, je pense. Et la meilleure façon, c'est de vivre soi-même l'expérience. Oui. C'est ça. Donc, c'est quand même propre à l'Occident et surtout, bon, comme vous le disiez tout à l'heure, à la France. Surtout la France, oui. La France qui est vraiment un pays qui a été meurtri je crois traumatisé par des guerres de religion, par une histoire. C'est un vieux pays, la France, donc il y a eu tout ça, il y a eu ces guerres de religion et on fait l'amalgame entre la religion et la spiritualité. Tout à fait. C'est pour ça que tout ça est rejeté. On le met dans le même sac en disant que tout ça c'est mauvais parce que c'est religieux et c'est dangereux. Et je sais plus qui m'avait dit dans une interview, il y a longtemps, les religions n'ont jamais fait leur boulot parce qu'ils sont censés justement établir le lien, l'entretenir, enfin bon. C'est possible que ce soit le père Brune qui ait dit ça. C'est possible. Oui, je l'avais eu en interview. Je reconnais son... Oui, ça doit être le père Brune. Il a raison. Je le rejoins sur beaucoup de choses. Alors, vous organisez des ateliers ? Oui, des ateliers de transcommunication hypnotique. Oui. Parce que je me suis dit, si mon concept est bon, si on est capable de, une fois couper la conscience analytique cérébrale, c'est-à-dire une fois que notre cerveau fonctionne au ralenti, on est capable, comme en méditation, d'être connecté, les gens qui font cette connexion peuvent avoir des expériences. Et en fait, c'est le hasard qui m'a conduit là-dessus, parce que je le raconte dans mon livre, cette chose. Là, je vais faire une tournée au Canada, je pars demain, mais à l'époque, je faisais
des tournées au Canada aussi, et c'était il y a 4 ans, c'est pas si vieux. Ouais. Mon éditeur me dit ça serait bien de faire un atelier, parce que à l'époque je présentais ce livre Les 3 clés pour vaincre les pires épreuves de la vie, où je parlais déjà de cette dissociation entre la conscience analytique cérébrale et la conscience intuitive extraneuronale, où j'expliquais qu'il fallait se relier en faisant taire le bruit assourdissant de notre cerveau pour être relié donc à cette forme de conscience. Et mon éditeur me dit il faudrait faire des ateliers. Et moi je me suis dit mais comment je vais faire ces ateliers, je vais quand même pas provoquer des arrêts cardiaques, je vais pas introduire des produits anesthésiques en intraveineux chez les participants d'ateliers et workshops. Il y a pas ça. Ah oui. Pour des raisons éthiques, bien sûr, on peut pas faire ça. Non, et dans l'avion qui me ramène à Toulouse, puisque mon éditeur est à Paris, il y a une personne qui est assoupie à côté de moi, et sur ses genoux, il y a un journal posé. Le titre de l'article, c'est l'hypnose, la solution à tous vos problèmes. D'accord. Alors, merci là-haut, j'ai compris le truc. Et effectivement, j'ai des amis qui pratiquent l'hypnose en anesthésie, donc je me suis formé rapidement. C'est une technique simple à l'hypnose pour faire taire le bruit de la conscience analytique. On a une technique spéciale en anesthésie. On emmène les gens dans un voyage et ils sont coupés de toute perception sensorielle, y compris la douleur du bistouri du chirurgien qui les opère. Donc, on arrive à faire des opérations maintenant très bien sous hypnose. Donc je me suis formé à cette technique et je l'ai déviée pour en faire de la transcommunication hypnotique, c'est-à-dire d'amener par suggestion la personne dans le voyage de l'expérience de mort provisoire telle qu'elle se présente, avec la sortie de corps, le tunnel et la lumière. Et une fois que je les ai amenés dans la lumière, je les laisse seuls. C'est pour ça que c'est pas suggéré. On dit les expériences sont suggérées, pas du tout. Je les laisse seuls pendant 4 périodes de 6 minutes. Et pendant ces 4 périodes de 6 minutes où ils sont seuls avec la musique hypnotique, ils reçoivent des informations. Alors certains ont des informations de leurs défunts, certains ont des informations vis-à-vis de leur vie, des grands messages pour leur vie. Certains font des régressions, ils se voient dans des vies antérieures. Enfin, ils ont des expériences très fortes. Et ensuite, quand ils ont terminé ces expériences, je les ramène et on fait un compte à rebours comme on fait en hypnose et la durée est de 1h10. Donc pendant 1h10, ils ont ce voyage et à l'issue de ce voyage, ils remplissent un questionnaire très scientifique. Il faut répondre par oui ou par non. Avez-vous été en contact avec un défunt? Oui, non. Pensez-vous avoir été en contact plutôt avec un défunt? Oui, non. Etc. Donc, j'ai plus d'1 millier de questionnaires et j'ai donc analysé les 1000 premiers questionnaires de cette étude, qui est une étude que j'ai présentée à l'Ordre des médecins pour être validée scientifiquement. Et donc on va faire cette cohorte-là de 1000 personnes et puis en tirer donc un certain nombre de conclusions. Et ces personnes-là font des expériences très fortes qui ressemblent aux expériences des gens qui ont fait des NDE, ce qu'on appelle des NDE, que moi j'appelle expérience de mort provisoire. Ça ressemble beaucoup. Les contacts avec les disparus, les messages. Alors les messages, c'est très drôle parce que les messages sont toujours les mêmes finalement, que ce soit les expérienceurs ou les gens qui vivent la TCH. On leur dit rien n'est grave sur cette planète. En gros, on est ici pour faire des expériences. Aucune expérience n'est grave. Nous, on perçoit des choses très graves, mais en fait, aucune expérience n'est grave. On est là vraiment en apprentissage. On est là pour faire des progrès. Et plus les expériences sont fortes, et plus elles sont difficiles, et plus on grandit spirituellement. En gros, c'est ça qu'on leur dit. Et puis, il y a aussi ces témoignages de personnes qui ont vu des disparus, mais il y a des témoignages très troublants. Par exemple, une femme voit une nièce décédée. Cette nièce décédée lui annonce qu'elle était enceinte de 5 mois au moment de son accident de voiture. Bon, elle ne le savait pas. Vérification faite auprès de sa sœur, qui elle est bien vivante, la sœur de cette nièce, elle était effectivement enceinte. Il n'y avait que sa sœur qui connaissait cette information. Et sa sœur avait les larmes aux yeux quand elle lui raconte ça. Elle lui dit, mais oui, c'est exact, il n'y a que moi, c'est un secret. Il n'y a que moi qui savais ça. Elle était enceinte de 5 mois lorsqu'elle a été tuée dans cet accident. Vous voyez, il y a des choses, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui ont eu des
des hallucinations ou des informations construites par leur cerveau, puisque cette information-là, précisément, était inconnue. Mais il y a énormément de cas comme ça. Moi, j'ai parcouru certains ouvrages, j'ai reçu certaines personnes qui m'ont expliqué ce genre de choses, de témoignages. Notamment une personne qui avait fait un accident et qui a rencontré sa sœur, qui était normalement vivante, mais bon, là, elle était décédée, quoi. Et sa mère lui avait caché le décès de sa sœur. Et quand elle est revenue, elle a dit à sa mère, mais enfin, ma sœur qui habite, je sais plus, elle habitait dans un pays assez lointain. Je l'ai rencontrée, j'ai fait une NDE, elle m'a dit qu'elle était décédée. Sa mère lui a dit, je te l'avais cachée, mais elle est décédée. C'est à peu près la même chose. Ça, ce sont quand même des témoignages très forts qui montrent quelle est l'explication, à part de dire qu'on est connecté, quoi. Bah voilà, c'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Là, c'est là où il y a les évidences qui se présentent sous nos yeux. Donc c'est comme je dis souvent, si vous voulez pas voir la bouteille d'eau qui est devant vous, c'est votre problème. Après, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire. Et là, on est devant, je dirais, une autre façon de communiquer. C'est un peu comme la TCI. Et c'est pour ça que je veux pas du tout faire d'enregistrement de ces séances et puis les commercialiser, parce que c'est comme si on commercialisait des tablettes de Ouija. En fait. Donc là, je prends vraiment tout un tas de précautions. D'abord, je prie tout seul avant chaque atelier. Tous les participants ont fait une ronde, on se tient par la main et on prie pendant 1 minute avant, pour se protéger, pour demander à nos guides d'intercéder en notre faveur pour que l'atelier se passe du mieux possible, qu'on ne veut déranger personne, qu'on est là en toute humilité et qu'on essaye de recueillir des informations très simplement. Voilà. Je pense que toutes ces protections-là, on ne les aurait pas si on livrait comme ça au grand public tous ces enregistrements de TCH. C'est vrai qu'il y a une grosse demande, énorme demande. Il suffit qu'on mette en ligne un atelier quelque part dans une ville pour que quelques heures plus tard, tout soit bouclé et qu'il y ait 40 personnes. Alors, ce que je fais là, c'est un scoop pour la radio, puisque je ne l'ai pas encore annoncé. Enfin, si, je l'ai annoncé sur mes pages Facebook, puisque mes amis Facebook le savent. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir faire ça tout seul, c'est pas possible. Donc là, on va mettre en place une formation. Donc ça va se passer avec Jean-Charles Chabot, qui est le fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle au Canada, qui travaille avec des chercheurs comme Mario Beauregard, qui travaille en neurosciences. On l'a reçu ici à l'antenne. Ah oui, vous l'avez reçu. C'est un chercheur qui est complètement ouvert sur ces sujets et qui travaille avec cet institut. Et on va former donc des gens qui vont pouvoir eux-mêmes créer ces ateliers un petit peu partout, donc au Canada. Là, je pars demain au Canada et on va discuter de tout ça avec Mario Beauregard et Jean-Charles Chabot. En Belgique, en Suisse, en France et puis au Luxembourg, on va mettre en place des gens qui auront des prérequis. Ils devront être donc formés à l'hypnose déjà. Ça sera le premier prérequis. Et puis, il faudra aussi qu'ils aient une démarche assez spéciale pour participer à cette étude. On prendra évidemment en priorité des gens qui sont plutôt des thérapeutes, des soignants, des médecins, des psychiatres. Il y en a qui sont intéressés parce que il est évident que ces ateliers ont une valeur thérapeutique par rapport aux angoisses de la mort et face un petit peu comme le MDR d'ailleurs, face aux angoisses de la mort et aux douleurs du deuil. C'est un petit peu la même chose. Donc on est satisfait parce qu'on vient de mettre en ligne il y a 1 semaine à peine les pré-enregistrements pour ces formations. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées. Donc c'est vraiment énorme, quoi. Il y a vraiment une demande. Alors qu'au début, j'ai été très critiqué, quoi. Enfin, j'étais vraiment... ça a été très 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 violent. Des plaintes au Conseil de l'Ordre, donc je suis allé m'expliquer au Conseil de l'Ordre. Ils ont l'habitude de me rencontrer. Qu'est-ce qu'il a fait encore celui-là? J'ai été traité de personnes qui voulaient faire du business. Parce que il est évident que j'ai voulu me donner une indépendance financière totale. C'est-à-dire que ces recherches ne dépendent ni de laboratoires pharmaceutiques, ni de fonds privés ou publics. Donc, ce sont les participants eux-mêmes qui financent la recherche en payant leur place. Et c'est une recherche qui coûte cher parce que je travaille avec 2 personnes. Il y a un camion de matériel, il y a 40 relax, il y a 40 fauteuils, 40 mètres de table linéaire, il y a 40 casques,
haute définition, une table de mixage, 2 heures pour monter l'atelier, 600 mètres de câble. L'atelier dure 3 heures et il faut 2 heures pour le démonter. Donc tout ça, ça a un coût. Et ce sont les gens qui payent ce coût et ces recherches. Donc ça, c'est une indépendance totale. Je ne dépends vraiment de personne, que des gens qui me font confiance. Et ça, c'est évidemment un pétard. Les gens qui ont vu que le prix des places était à 80 €, que c'était pas normal, que je faisais du business et tout ça, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière, ils voient pas tous les frais qu'il y a. Donc vraiment, je fais plus de business avec mon métier d'anesthésiste qu'avec ça, franchement. Et un métier d'anesthésiste que je risquais de perdre. Ah oui, c'est sûr. En plus, c'est pas facile de mener les deux de front. Non, parce que le Conseil de l'Ordre aurait très bien pu me dire on vous interdit de faire ça, vous choisissez entre la médecine et ça. Ça n'a pas été le cas, parce qu'ils ont vu que j'étais un chercheur. Cette étude que j'ai déposée, qui s'appelle « Étude des vécus subjectifs de personnes mises sous hypnose versus des études de vécus subjectifs des gens qui ont vécu des arrêts cardiaques », c'est une étude scientifique. Et ça, on ne peut pas nier le côté scientifique de cette étude, parce qu'elle est faite de façon rigoureuse, avec des protocoles. Et voilà. Et donc là, je vais travailler en collaboration avec un anthropologue, puis aussi un statisticien, qui n'est pas celui que vous connaissez. Mais donc ça va être très sérieux. L'étude va sortir et puis on va pouvoir croiser les résultats, parce que les gens qui seront eux-mêmes avec cette formation pour faire ces ateliers vont aussi avoir ces questionnaires. On va avoir une belle banque de données, un petit peu comme le MDR, quoi. On pourra montrer la valeur thérapeutique de ces séances. Comme on dit, les chiens aboient, la caravane passe. Oui. Faut pas se formaliser. Voilà. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, on marque une pause, on revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion. Recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de notre invité, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui a publié un livre, Cette chose, aux éditions Fierce. Mais vous avez rencontré le docteur Eben Alexander? Oui, bien sûr. Oui. À 2 reprises. Alors lui qui a vécu l'expérience, quelle est sa position? Quelles sont ses impressions? Lui, je l'ai rencontré à 2 reprises. Oui. Première fois, c'était en 2013, le colloque organisé par Sonia Barcala à Marseille. Et la deuxième fois, c'était en début d'année. C'était à la Mutualité à Paris, où il y avait ce colloque qui était organisé par Guy Trédaniel. D'ailleurs, il y aura un deuxième colloque Conscience Invisible qui sera organisé cette fois-ci à Toulouse. Et ça aura lieu le 17 mars prochain. D'accord. Avec Mario Brogard, précisément, Philippe Lillemand, donc votre serviteur, je serai là pour présenter la TCH. Il y aura les frères Bogdanov qui s'intéressent à ça aussi. Ah oui. Oui, tout ça se passera au Casino Barrière, donc 1300 places. Ça sera Ouais. Et Ben Alexander, lui aussi, il a eu cette chose. Il a eu cette chose quand il a vécu son coma. Oui. Lui, c'était un professeur d'université à Harvard qui enseignait le fonctionnement du cerveau. Il travaillait sur la matière et sur des cerveaux. Pour lui, toutes ces expériences, c'était des hallucinations qui étaient dues au manque d'oxygène. Enfin, on connaît le discours habituel des matérialistes. C'était donc une illusion. Et sauf qu'un jour, il a lui-même cette expérience. C'est-à-dire qu'il est attaqué par une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui lui provoque une méningoencéphalite très grave qui est mortelle dans 98% des cas, et il fait partie des 2% de survivants. Et en plus, il se réveille sans séquelles. Au bout de 2 mois, il rencontre une femme sur une photo. Et il la reconnaît tout de suite. Cette femme qu'il a sur cette photo, c'est cette femme qu'il a accompagnée dans l'au-delà pendant son expérience de mort provisoire. Pendant sa période de coma profond, il a fait une incursion dans l'au-delà. Il était accompagné par une femme qu'il ne connaissait absolument pas, il ne l'avait jamais vue. 2 mois après, il retrouve ses parents biologiques. Et ses parents biologiques lui montrent une photo. Et sur cette photo, il reconnaît cette femme.
et il lui dit, ses parents biologiques, c'est ta sœur qui est décédée, et au moment de son coma, au moment de son expérience, elle était décédée, donc elle était bien dans l'au-delà. D'accord. Et avec un visage qu'il ne connaissait pas, il l'a reconnu tout de suite. Ça, c'est vraiment la preuve pour lui. Oui. Il savait en se réveillant qu'il ne l'avait pas rêvé. Quand il a eu cette confirmation, il a dit, ouais, mais... Et alors depuis, maintenant, c'est devenu quelqu'un qui fait... il doit absolument communiquer ça aux autres, tellement c'est énorme. Et c'est vrai qu'il communique très bien, parce qu'on voit bien qu'il est rempli d'amour quand il raconte ça, et voilà... compte le plus, c'est l'amour. Ouais, tout à fait. C'est donner de l'amour aux autres. Tout à fait. Mais dans le ressenti de l'expérience, même s'il n'y avait pas eu cette histoire de sœur, est-ce qu'il pourrait dire oui, je suis conscient que la vie continue? Ah ben oui, parce que cette expérience lui a montré. Oui. Il a eu une extension de conscience, et quand il est revenu de cette expérience, comme tous les expérienceurs, il était convaincu qu'il n'avait pas rêvé. Oui, voilà. Oui, c'était intense. Et il a eu la confirmation après, donc en voyant cette photo. C'est quand même énorme. Ah oui, L'image de sa sœur, son visage n'était pas dans son cerveau, puisqu'il la connaissait pas. Oui. Il ne pouvait pas l'inventer. Raison de plus. Il l'a vu après, il l'a reconnu tout de suite. Il a dit, mais c'est elle qui m'a accompagné dans l'au-delà, c'est elle qui m'a accueilli. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, justement, sur ce livre, cette chose, sur vos projets? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de particulier? Cette chose, ça résume en fait mon parcours de vie. C'est une biographie qui est, moi je trouvais un peu prématurée, parce que habituellement on fait ça à la fin de sa vie. Moi j'espère que j'aurai encore Mais c'est une demande, c'est une commande. Moi j'aurais pas écrit ce livre, mais peut-être qu'il fallait le faire. L'univers s'est organisé pour que je le fasse maintenant, c'est qu'il fallait le faire. Maintenant j'espère que c'est tellement passionnant là, le chemin sur lequel je suis, parce que là vraiment c'est une autre ouverture, vraiment, avec ces ateliers de transcommunication. Moi je suis ému chaque fois, parce que à la fin de chaque séance, on relève les copies. Les gens ils sont quand même troublés, on les laisse récupérer un petit peu, parce qu'il y en a qui pleurent, ils sont émus. Ils sont émus, des larmes de tristesse, des larmes d'émotion. Ils sont émus et ils écrivent après. Ils m'écrivent ce qu'ils ont ressenti. Alors, je leur dis d'abord, vous m'écrivez en totale liberté. Dans l'espace qui est en bas du questionnaire, il y a un espace blanc, et on peut écrire des phrases, des mots, jeter comme ça sur le papier, ces premiers ressentis. C'est très important, parce qu'après la conscience analytique vient censurer les informations, donc il faut qu'ils le fassent. Et puis après, ils répondent avec les croix au questionnaire, aux différentes questions. Et après, donc, quand tout ça est fait, je lis. Je lis les 40 commentaires. On en a facilement pour 45 minutes, presque une heure chaque fois, parce que les gens, vraiment, ils ont des expériences très, très, très fortes. Et on est le premier étonné avec Marc Leval, qui m'accompagne dans cette aventure depuis le début, parce que là aussi, il a été mis sur ma route, celui-là, d'une façon incroyable. J'avais débuté ces ateliers il y a 3 ans, donc le premier atelier, je l'ai fait à Montréal, justement, avec Jean-Charles Chabot, qui faisait partie des participants. Il y avait une dizaine de personnes, et ça avait très bien fonctionné. Quand je suis rentré, ensuite, j'en ai fait quelques-uns ici en France, à La Réunion, j'en avais fait un qui n'avait pas bien marché, j'étais pas très satisfait, je me demandais même si je n'allais pas arrêter, parce que j'avais pas un pourcentage de gens satisfaits de ces séances. Et j'en avais parlé à Marc Leval, qui à l'époque travaillait à Sud Radio, était journaliste, et il était un peu frustré parce qu'il ne pouvait pas traiter les sujets qu'il voulait. C'est ça le problème. Et voilà. Là, il a lancé sa maison comme ça de production événementielle, ABC Talk, et il m'a dit est-ce que vous viendriez faire une conférence? Oui, d'accord. À l'époque, on ne se connaissait pas. C'est moi qui ai fait sa première conférence chez lui. Et on a discuté, et puis je lui parle de ses ateliers. Et il me regarde et il me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça marche? J'ai dit, ça marche pas parce que ça marche pas. J'ai pas les résultats que j'ai eu au Canada, parce que les gens ils se plaignent parce que le son est mauvais, parce que ils sont pas bien relaxés, parce que voilà. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils soient bien? Alors j'ai dit, l'idéal, ça serait qu'ils aient un casque audio, que dans ce casque il y ait ma voix, que par-dessus ma voix il y ait une musique qui puisse être mise en fondu, enchaînée avec ma voix. Et là, je pense qu'on pourrait avoir des résultats. D'accord. Et il me dit, il a réfléchi, il me regarde dans les yeux, il me dit, banco, on le fait, action. Il est comme ça, et c'est un rugbyman. Alors, il fonce. Et
Il a acheté tout le matériel, les 40 relax, la table de mixage, des casques, tout ça. Et on a fait notre première séance à Toulouse. Et on a eu 80% de succès. 80% de gens qui avaient... donc on a été encouragés. Cette première séance, ça a été extraordinaire. Moi, je vous promets, j'en avais les larmes aux yeux. Je lisais les papiers, des témoignages époustouflants des gens qui avaient vécu tout ça pendant... alors, à l'époque, il n'y avait pas les relax encore. Je dis, il a acheté les relax. Non, il les a pas achetés tout de suite. On a fait ça sur des fauteuils. Oui. Et les gens avaient mal au cou parce que ça durait plus d'une demi-heure. Oui. Donc ensuite, on a acheté les relax. Oui. Et après, on a acheté des couvertures en amiante parce qu'ils se refroidissaient. Oui. Parce que pendant l'hypnose, on a un refroidissement corporel et au bout d'une heure d'hypnose, on peut se retrouver avec 1 degré de moins. Donc, oui, en effet. Donc, on a vite abandonné les couvertures en amiante parce que ça faisait un bruit fou. Donc, chacun amène maintenant sa petite couverture. Enfin bref, il y a une aventure de ces ateliers que je raconte dans le livre La transcommunication hypnotique. Oui. Qui peut-être on aura l'occasion de parler quand il sortira. Il va sortir le 17 mars, donc à l'occasion de ce colloque à Toulouse, avec Mario Beauregard qui sort lui aussi un nouveau livre dans cet esprit-là sur la conscience délocalisée, un nouveau paradigme, chez Très Daniel aussi, qui va sortir en janvier et on présentera tous les deux nos livres respectifs. Et ça va être quand même une belle aventure. C'est certain. Qui va commencer. Tout le monde est hypnotisable ? Non, il y a entre 5 et 10% de la population qui ne l'est pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivent pas à lâcher la conscience analytique. En fait, c'est très simple, l'hypnose. Ça consiste à rabaisser l'activité électrique cérébrale de façon à rendre les paroles de celui qui hypnotise assimilables à ses propres pensées. Ouais. En gros, là, vous m'écoutez, moi je parle, on est concentré, on est à 21 Hz à peu près, tous les deux. D'accord. Par des méthodes de respiration, de relaxation, avec une certaine musicalité de la voix, un certain débit de phrases, on arrive à ralentir l'activité cérébrale aux alentours de 10, 10 ou au-dessous. Pas trop quand même, parce que si on est en dessous de 4, on s'endort, mais entre 10 et 4, on est dans cette période où on est dans la suggestion, c'est-à-dire que les paroles de celui qui mène la séance vont devenir vos propres pensées. C'est pour ça qu'on peut faire du spectacle sur scène, on peut faire du cheval à quelqu'un. Mais là, on va amener la personne dans une expérience, dans un voyage. Et moi, ce voyage-là, c'est le voyage de la NDE, mais tout n'est pas suggéré. Toutes les histoires qu'ils racontent, je les ai pas suggérées. Il y en a qui me parlent qu'ils ont rencontré Marie ou Jésus. Je parle pas de Marie ou de Jésus, moi. Tout ça est arrivé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas suggéré. Ce qui est suggéré, c'est le voyage. Je les accompagne dans la lumière et après ils ont leurs propres expériences et je les ramène. Je les ramène ensuite dans leur corps et voilà. Ils ont fait le voyage avec moi. Mais voilà. De dire que toutes les informations qu'ils ont reçues sont suggérées, c'est faux. Mes détracteurs disent ça. Faire de l'hypnose alors qu'ils suggèrent un truc et voilà, il fait croire que non, pas du tout. Je fais rien croire du tout. J'accompagne et ce sont les gens qui ont leur expérience. Et alors certains disaient que justement c'était des hallucinations parce que on rencontrait Jésus ou Marie. Non, puisque j'ai l'habitude d'entendre des gens qui se décorporent. Bon, il y en a qui m'expliquent qu'ils sortent dans leur chambre, ils voient le mobilier de leur chambre, mais si vous pensez à quelque chose, à un objet, eh bien il vient en superposition, se mettre par exemple dans la chambre. Parce que comme l'esprit est créateur, on peut créer ce qu'on veut de l'autre côté, parce que personne n'en parle de ça non plus, de cet aspect-là. Et puis il y a des témoignages qui sont quand même troublants. Par exemple, une femme qui dit être sortie brutalement de son corps et avoir décidé d'aller visiter son amie, parce que son amie était malade et elle voulait aller le voir. Donc elle fait tout ça pendant la TCH. Donc elle se balade au-dessus de la maison de son amie avant de partir donc dans les étoiles et elle est étonnée parce qu'il n'y a pas sa voiture. Bon. Elle me raconte ça. Donc on a un échange mail, je dis mais quand même allez vérifier si au moment de la TCH il n'y avait pas sa voiture, elle était malade. Elle s'était étonnée parce qu'il était à lit. Et en fait elle se renseigne et son ami était tellement heureux de plus avoir de fièvre qu'il s'est fait une soirée ciné-resto et effectivement il était parti en voiture. Ah bah voilà, alors ça c'est concret là, c'est concret.
Hein. Là, c'est du concret. Ça, c'est du concret. Mais il paraît, pour les personnes que j'ai eues à l'antenne depuis déjà de longues années, que si on sort en OBE, hein, si on sort de son corps, même on se trouve dans notre environnement, dans notre chambre, par exemple, si on pense à un objet, on peut le créer en superposition, c'est-à-dire que l'objet arrive dans la chambre. D'accord. Voilà. Et donc, personne ne parle de toutes ces choses-là. Bah oui, mais si vous. Bah, je suis là pour ça. Et puis il y a ce cas de Nicolas Fraisse aussi, qui est quand même intéressant. Oui, très intéressant. J'essaie de l'avoir, j'ai eu Sylvie Détiolas il n'y a pas longtemps, et puis là j'essaie de l'avoir en interview justement, Nicolas Fraisse. Ah ouais, parce que ça c'est intéressant. Et puis là, je veux dire, pendant 10 ans ils ont étudié son cas. Oui. Le livre là qu'ils ont publié chez Trédaniel est très intéressant aussi. La conscience invisible, je sais plus trop comment il s'appelle, je l'ai lu. Il est parfait ce livre parce qu'ils expliquent avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle tout ce qu'ils ont fait pour essayer de déterminer si ce qu'ils voyaient en sorte de remote viewing en fait était exact. Oui. Et vraiment c'est vraiment très intéressant quoi, parce que ça montre qu'il y a cette jonction avec la conscience intuitive extranormale, elle est possible quoi. Ouais. Et puis lui, alors, il est très... je sais pas si vous le connaissez, vous l'avez déjà interviewé. Non, je l'attends en interview, justement. Ah ben lui, c'est quelqu'un de très naturel, et il raconte ça avec une simplicité, une fraîcheur. C'est impossible que ça ne soit pas sincère, de toute façon, ce qu'il raconte. Vous avez discuté avec lui. Lui, son avis, parce que j'ai entendu une conférence, vous étiez là, il y avait Sylvie Détiolas, mais je sais plus qui il y avait d'ailleurs. Vous voyez qu'il y avait des contorsions, que bon, vous pouvez pas dire les choses, appeler un chat un chat, un chien un chien. Faut toujours qu'il y ait des contorsions dans les phrases et tout ça. C'est un peu énervant. Mais est-ce que, bon, en dehors de tout ça, est-ce qu'il vous a dit, par exemple, moi je suis sûr que la vie existe après, puisque j'ai l'habitude de me décorporer facilement. Ah oui, non, mais lui, il est convaincu, lui. Doute, hein. Il n'est pas dans le doute. Hein. Voilà. Il le sait. Voilà, c'est ça. Non, c'est ça l'important. Quand on a des vécus comme ça, on peut pas être ancré dans une pensée matérialiste, c'est totalement impossible. C'est terrible qu'on peut pas appeler, alors faut pas dire l'âme, il faut pas dire ci, faut pas dire la conscience, faut pas... Un jour on va plus avoir de prénom ni de nom, hein, on va plus savoir qui on est. C'est fou, hein, ça, comme histoire. Ah oui. Il faut pas dire Dieu. Moi j'avais dit, mais arrêtez de changer les noms. Dieu, redéfinissez ce qu'est Dieu. Pas un petit bonhomme dans les nuages, mais une force colossale, la source dont on fait partie, où on est connecté. Mais redéfinissez. Voilà, parce qu'après les gens vont plus rien comprendre. Mais oui, alors il y a des contorsions de vocabulaire qui se rendent correctes. L'hypnose a repris ses lettres de noblesse, je dirais, grâce aux anesthésistes qui ont montré qu'on pouvait opérer des gens sous hypnose. Donc on montre bien que c'est pas du charlatanisme. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai pu le Conseil de l'ordre, quand j'ai eu cette discussion sur la TCH, qu'est-ce que c'est la TCH, etc., que j'ai pu avoir un dialogue, parce qu'ils m'ont dit oui, maintenant c'est vrai que l'hypnose est reconnue puisqu'on s'en sert en bloc opératoire, dit le président du Conseil de l'ordre. J'ai dit oui, et il m'a dit donc montrez-moi, on vous laisse continuer à condition que vous nous montriez une bibliographie avec des articles de scientifiques qui ont écrit là-dessus, qu'est-ce que vous voulez faire de façon très précise, voilà. Donc moi, ce que je propose, ce sont études des vécus subjectifs. Vous voyez, je dis des vécus subjectifs. Je peux pas dire, je suis obligé d'avoir un certain vocabulaire. Je peux pas dire que ce sont des contacts avec des disparus, même si je le pense. Je suis obligé de dire ce sont des vécus subjectifs, sous hypnose, et que ça peut avoir une valeur thérapeutique dans le deuil et dans la souffrance. Voilà. Je suis obligé de parler comme ça, mais bien que mes idées, c'est que la connexion est possible. Bien sûr. Mais le docteur Charbonnier ne peut pas le dire. Jean-Jacques Charbonnier, oui, mais pas le docteur. Oui, ça m'a fait rire cette histoire. C'est incroyable. C'est comme ça. On vaut mieux en rire. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Ah ben oui, continuez d'écouter Radio Fréquence Évasion. Voilà. Vous savez, les gens sont très gentils avec nous. On a de bons retours, mais c'est incroyable. Oui, faut continuer à écouter les bonnes radios, lire les bons livres, lire les bons journaux, les bons magazines. Je pense au magazine Inexploré, je pense à des trucs comme ça. L'INRES, c'est très intéressant, l'INRES. Oui, il y a tout un tas de... La revue d'au-delà aussi. Enfin, il y a tout un tas de médias qui n'ont pas la place méritée, je trouve. Ouais, c'est vrai.
ça va changer, parce que là, c'est en train... C'est en train de changer. Je dis ça à chaque fois, mais... ça change tous les jours, on s'en aperçoit. Hein. Ah oui, ça change. Oh oui, non, ça change. Docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'est toujours très agréable. Pour moi aussi. Hein. Bah oui, pour nous tous d'ailleurs. Bon courage pour la suite et bon voyage en tout cas. Bonne expérience. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.